bienvenue dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Bonjour Gilles Bornstein et Guy Virenbaum. Et notre invité ce matin est membre de la direction du nouveau parti anticapitaliste. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Le gouvernement a sauvé par une commande publique l'usine Alstom à Belfort. Vous critiquez souvent le gouvernement. Vous le soutenez dans cette histoire ? S'il avait sauvé Alstom, je pense que ça se serait. L'usine Belfort peut-être. Ouais, même l'usine Belfort. À Belfort. On va dire, il l'a sauvé juste après 2017, quoi. Le temps de l'élection présidentielle, c'est tellement grotesque, tellement grossier, ça se voit tellement que on en est presque fatigué de répondre à ce type d'argument. Il ne suffit pas de gonfler artificiellement les commandes pour régler le problème d'Alstom. Le problème d'Alstom, il est plus substantiel. C'est le bilan d'une politique que connaît bien le gouvernement, qui est le bilan d'une politique libérale où on met un groupe public sur le marché privé à la fin des années 80. Et puis, il y a les premières difficultés économiques qui arrivent. L'État vient déjà à la rescousse. C'était Nicolas Sarkozy en 2003-2004, de mémoire, qui avait repris une partie du capital pour les rétrocéder à un groupe qui, au passage, n'avait pas oublié de se faire une belle plus-value. Je pense au groupe Bouygues, qui a gagné un peu plus d'1 milliard sur cette histoire. Donc, c'est le démantèlement lié à une politique libérale qui a, en plus, tout le mal de ce que j'en pense, la spécificité d'être particulièrement incohérente. Donc, ce qu'il faudrait aujourd'hui, je crois, c'est mettre sous contrôle public en tant que tel. Nationaliser Alstom. Nationaliser, ça dépend ce qu'on entend par nationaliser pour mettre les pieds dans le plat. Sous contrôle public, je voulais traduire en français compréhensible. Derrière la traduction, en fait, il y a un problème politique. Donc, je ne vais pas le cacher. C'est-à-dire que la nationalisation, on sait ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'il y a eu des nationalisations où, finalement, vous remplacez un patron privé par un patron public. Moi, franchement, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Et puis, quand il s'agit de nationaliser pour ensuite, je vous dis, le remettre sur le marché, c'est-à-dire finalement faire en sorte que l'argent public, ça va renflouer toujours le même jeu capitalistique, moi ça m'intéresse pas. Ce qu'il faudrait, d'où l'idée du contrôle public, mais on peut trouver une autre formule, à la limite, je m'en fous, ce serait l'idée peut-être même d'un service public du transport, qui est la cohérence, qui aille de la production, de la fabrication, jusqu'à l'entretien des rails, jusqu'à l'acheminement des marchandises et des voyageurs. Je crois que c'est ça dont on aurait besoin aujourd'hui. Ça sera peut-être un argument qu'on entendra dans la campagne présidentielle qui s'annonce. Dans l'actualité économique et sociale, il y a aussi, France Info le disait ce matin, le premier accord signé d'application de la loi El Khomri dans la branche métallurgie. 4 syndicats ont signé. Parmi ces syndicats, donc avec les représentants des employeurs, bien sûr, parmi ces syndicats, le syndicat Force ouvrière, Frédéric Homez en est le secrétaire général dans la branche métallurgie. Il a donc signé dans la branche métallurgie l'application de l'accord El Khomri. On l'écoute. La Fédération FO de la métallurgie s'est battue contre le projet de loi travail. Aujourd'hui, la loi est passée. Même s'il y a des recours juridiques, nous, notre intérêt, c'est de dire on encadre mieux la loi, on essaye d'améliorer la loi et protéger au mieux les salariés. Donc, avec des contreparties. Le représentant de Force ouvrière expliquait qu'il n'y avait pas de contradiction à signer cet accord en application de la loi El Khomri, puisque la loi, elle est là, il faut faire avec. Et donc, on essaye de protéger les salariés, disait-il. C'est ça. On essaie de protéger les salariés en signant cet accord. Ça nous fait un point commun, vouloir protéger les salariés. Après, le problème, c'est la façon dont on les protège. Et la réalité, c'est qu'au-delà de ce premier accord, il va y avoir une multitude d'accords. Et donc, il va y avoir l'épisode 2 de la bataille sur la loi travail. C'est-à-dire, puisque de toute façon, il y a une bataille 2, c'est retardement. pas terminé ? Non, ce sera jamais terminé. Jamais. Quand la loi jamais est passée, tant que ça sera pas retiré. Ouais, mais elle est passée, et de quelle manière ? Et tout le problème est là. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas terminé. C'est d'autant plus pas terminé que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été voté, que c'est passé en force, c'est passé dans l'illégitimité la plus totale. C'est-à-dire que le gouvernement n'était même pas foutu d'avoir une majorité dans son propre Parlement. Mais c'est quoi l'épisode 2 alors ? C'est dans la rue, ça va être notamment, mais entre autres, l'application concrète de ces accords dans les branches, parce qu'on va être confronté, si vous voulez, aux travaux pratiques. Chacun va pouvoir, et là, au-delà des organisations syndicales, d'ailleurs, les salariés, en live, ils vont découvrir à quelle sauce ils vont se faire bouffer. Et tout ce qu'on a expliqué dans ces manifestations... La question de ce matin, c'est que des syndicats étaient en pointe dans la contestation de la loi El Khomri, donc la CGT, Force ouvrière. Puis si je comprends bien, si on fait simple, Force ouvrière abandonne la lutte. Ça m'avait pas échappé dans votre question. Voilà. Maintenant, moi, c'est pas ma responsabilité, si vous voulez, de distribuer les bons, les mauvais points dans le front syndical. Ma discussion sera plus d'ordre général. C'est la question, j'ai bien entendu à la rentrée d'ailleurs, l'idée que en gros, on allait... D'ailleurs, je crois que c'était une proposition de Force ouvrière, aussi de la direction de Force ouvrière, aller sur la bataille juridique. Juridique, oui. Alors moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que si... admettons qu'il y ait des têtes bien pleines qui aient trouvé l'argument, la faille juridique, ça aurait été bien qu'ils la trouvent quelques mois auparavant, puisque quand même, on a claqué quelques journées de grève à manifester contre la loi travail. Si ça existe, why not ? Mais on ne coupera pas au vrai problème. C'est quand on a un gouvernement qui passe en force, on est toujours confronté à la question du rapport de force. Et moi, je pars toujours de l'idée et de la nécessité que plutôt, par exemple, de nous avoir organisé 4, 5 ou 6
grandes journées de grève et de manifestation à 3 semaines d'écart, si on en avait eu ne serait-ce que 3 d'affilée, je pense que M. Hollande nous aurait parlé de façon un petit peu différente. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas acter la défaite et passer à autre chose? Non, c'est pas mon genre, M. Apathy. Très bien, donc si ce n'est pas votre genre, une question Gilles de Bernstein. Gilles Les Bernstein. salariés de Smart vont travailler désormais 37 heures payées 35. Un accord d'entreprise pour éviter la fermeture de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont raison? Bah, ça rejoint exactement la discussion qu'on avait. C'est le cœur, finalement, un des vices de fabrication de la loi travail, c'est ça, c'est ce chantage qui consiste de toute façon à vous dire vous allez accepter de travailler plus longtemps en étant de moins en moins bien payé, sinon on ferme l'usine. Et donc ça, c'est pas de la du chantage démocratie. ou ça peut être aussi une réalité à laquelle sont confrontés des gens qui sont Bah, en situation de concurrence? Smart en est un bon exemple. Mais M. Apathy, nous sommes tous confrontés à la concurrence. Ça, je vous le confirme. Donc mais ça sera un argument qui sera quel rapport? toujours mis sur la table. Ouais. Donc à partir du moment où il est posé sur la table, s'il y a toujours de la concurrence, alors votre entreprise, votre groupe, votre atelier, votre service est toujours à un moment ou à un autre condamné potentiellement à être fermé. Donc il faut accepter ou non des sacrifices. Ce discours, on l'entend tous, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Moi, je ne l'accepte pas, ce discours. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on en discute dans le détail, qu'on mette la comptabilité de tous ces groupes sur la place publique, qu'on nous laisse la possibilité d'éplucher concrètement la comptabilité de ces groupes, et qu'on voit, et j'y parle bien des groupes, pas simplement des différentes filiales. Ça aussi, ça fait partie des mesures vraiment démocratiques. Parce que tous ceux qui nous font des grands numéros de clowns pour nous vanter les mérites de la loi travail sur la démocratie, moi, je pense que la démocratie élémentaire dans le milieu d'entreprise, c'est de faire en sorte que les salariés aient un droit de regard sur la comptabilité. Donc ce chantage-là, je crois qu'il est inadmissible. On se souvient des salariés de Continental qui avaient dit oui une première fois, promis, on ne ferme pas l'usine, puis 2 ans après, l'usine fermait, et ils s'étaient révoltés contre la fermeture de cette usine à Clairoy. Et cette discussion reprend dans 90 secondes exactement, il est 8h40 et voici Victor Mactay. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve dénonce des violences inacceptables après une soirée d'affrontement à Bastia. Des nationalistes corses ont incendié des poubelles, une voiture également, et blessé 7 membres des forces de l'ordre. Ils protestaient contre les peines requises contre des militants jugés en ce moment à Paris. Nouveau bilan en Haïti, 23 morts après le passage de Matthew. L'ouragan se dirige maintenant vers les États-Unis. Une partie du sud-est est déjà en état d'urgence avec par endroits des ordres d'évacuation. C'est le plus puissant ouragan dans la région depuis 10 ans. Un Portugais, prochain secrétaire général de l'ONU, l'ancien Premier ministre Antonio Guterres, devrait, sauf énorme surprise, succéder à Ban Ki-moon l'an prochain, une première pour un Européen depuis 1981. Ce choix fait l'unanimité du Conseil de sécurité, même les Russes et les Américains sont d'accord. Ce qui n'est évidemment pas le cas sur la Syrie, les relations sont au point mort, et pour tenter de relancer les négociations et obtenir un nouveau cessez-le-feu à Alep, Jean-Marc Ayrault part en mission. Le ministre français des Affaires étrangères à Moscou aujourd'hui, à Washington demain. Vers un nouveau cas, Edward Snowden, le ministère de la Justice américain annonce l'arrestation d'un homme. Il est soupçonné d'avoir volé des données top secrets. Harold Thomas Martin travaillait pour la NSA. Il aurait volé des codes informatiques ultra secrets utilisés pour pirater des réseaux de gouvernements étrangers. France Info. Et la suite de l'émission politique de France Info avec Olivier Besancenot. Question, Jean-Michel Apathy. La gauche qui s'oppose au gouvernement demeure très divisée à 7 mois maintenant de l'élection présidentielle. C'est évidemment définitif. Il n'y a aucun espoir que vous vous retrouviez les uns et les autres. J'ai peur qu'elle le reste jusqu'à la présidentielle. Pourquoi? Peut-être parce inscrit dans les gènes? Non, heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Si tant est qu'elle a un patrimoine génétique particulier. Je crois surtout que la gauche radicale, elle a perdu la bataille de l'unité en prenant le problème à l'envers, précisément par le problème électoral. Je crois qu'une des erreurs fondamentales, enfin moi c'est assez personnel ce que je vais vous dire, de cette longue séquence qu'on a connue pour tous ceux qui ont cherché à fédérer des forces anticapitalistes à la gauche de la gauche, c'est d'avoir pensé finalement qu'on réussirait à unifier ces forces sur l'agenda électoral. Et je crois que dans la séquence sur la loi travail qu'on a connue, il y a eu aussi un souffle particulier, un souffle démocratique, un souffle politique aussi, qu'on a vu notamment dans Nuit debout, dans ces assemblées, mais aussi dans toute une série d'équipes syndicales qui se sont radicalisées. Et moi, j'ai vu cet espoir, alors ça a été éphémère peut-être, mais justement d'inventer notre propre espace, notre propre agenda, plutôt que de dépendre et de rester prisonnier d'un agenda qui est celui de la Ve République, qui a en plus un point commun de toute la gauche radicale, qui est un agenda qu'on critique tous. Mais comment expliquer que vous retrouviez, par exemple, sur la contestation d'une loi, vous vous retrouvez, vous avez des analyses communes, et puis dès que c'est fini ou dès que ça baisse, chacun repart chez lui? Parce qu'on bute sur la question de la perspective politique et de savoir comment on l'incarne. Je crois que si on pense, par exemple, qu'on a besoin finalement d'un bon président de la République, d'une bonne équipe gouvernementale,
Je crois qu'on est au-delà de ce qui est en train de se passer dans le pays. Le problème, il est plus substantiel. Je crois qu'il faut tout mettre à bas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la question d'une nouvelle représentation politique, dont on se sent tous orphelins aujourd'hui, qu'on soit membre d'organisations politiques diverses de la gauche radicale, qu'on soit au NPA, à Lutte ouvrière, au Parti communiste, au Parti de gauche et des libertaires, mais qu'on soit surtout dans des organisations syndicales parfois sans parti, on se sent orphelin de quelque chose. La question, c'est de savoir comment on crée quelque chose de neuf sur la base d'une idée politique qui soit plus... l'idée qu'on va déléguer son destin à des politiciens professionnels. Et je vois qu'il y a une partie de la gauche radicale qui continue à penser finalement qu'il faut jouer sur sentiment de délégation. Oui, sauf qu'effectivement, ça ne marche pas. La mise à bas, elle ne marche pas. Nuit debout a échoué tout seul, est mort dans l'œuf. Les manifestations, effectivement, se sont terminées aussi. C'est qu'il n'y a pas forcément de désir de ce que vous dites. Ça, hein. Bah écoutez, si vous êtes déprimé... De votre point de vue, Non, mais vous n'arriverez pas à me déprimer parce que je ne crois pas ça, loin de là. Dire que Nuit debout est mort dans l'œuf, c'est pas comprendre. Il s'est passé quelque chose à un moment, mais ça n'a abouti sur rien, honnêtement. Ou à moins que ça ait abouti sur quelque chose. Non, mais que d'un point de vue politique et médiatique, ça soit moins spectaculaire que le moment où vous étiez tous là à filmer en live les longues assemblées générales de Nuit debout, je l'entends bien. Mais il y a quelque chose de plus diffus, mais de réel. Et je bluffe pas quand je dis ça, de réel. Ouais, c'est que les équipes qui se sont politisées au bon sens du terme, quand je dis politisées, c'est pas rentrer dans une organisation, c'est prendre part à l'action collective. Elles continuent à le faire aujourd'hui. Il y a une multitude de groupes affinitaires qui se sont constitués, qui ont été à la rencontre d'autres groupes. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui existe. Et ce quelque chose, le problème, c'est comment lui donner chair, substance, un contenu. Donc, à partir de là, il y a la bataille électorale et politique. Il ne s'agit pas de la bouder. Nous, au NPA, on a un candidat, c'est Philippe Poutou. Alors on en est fiers, on a notre spécificité. Mais je dis, au-delà de la bataille électorale, il y aura cet espace propre à créer, notre propre agenda. Et je pense notamment à toutes ces forces qui se sont politisées à ce moment-là et qui continuent à le faire. Gilles Blanchon. Alors justement, vous parlez d'incarnation, Philippe Poutou, pourquoi pas vous ? Jean-Michel Apathy, qui est un grand pudique, ne vous le dira pas, mais sa voisine, hier, quand elle lui a dit qu'on vous recevait, il dit « Mais pourquoi il n'y va pas, Olivier Besancenot ?» J'ai cru que vous alliez m'en dire plus, que maintenant c'est presque Apathy avait voté pour moi. Les deux fois où je m'étais présenté... Non, le vote est secret. Les deux fois où je m'étais présenté, où il m'avait quand même manqué plus de 46% des voix pour être élu. Peut-être celle d'Apathy. Peut-être celle d'Apathy. L'incarnation, ça compte. L'incarnation, ça compte. Pourquoi vous n'y allez pas ? Ouais, c'est ça. D'abord parce que je l'ai fait 2 fois et que, exactement pour les mêmes raisons que la dernière fois, je ne me suis pas présenté. C'est-à-dire que chez nous, ça tourne. On n'est pas accroché au pouvoir, pas même au pouvoir d'être candidat. Et puis, pour être tout à fait honnête, je crois que quand on est candidat à l'élection présidentielle, il faut une forme d'état d'esprit et de patience que je n'ai probablement pas en ce moment. Plus. Vous ne l'avez plus. Vous n'avez plus envie de faire ça. J'ai pas de formule définitive non plus à ce niveau-là. Ça peut revenir. Mais pour l'instant, non, c'est pas ça. Je vous parle de. En ce moment, quand je vois la classe politique, pour être très franc, je suis d'abord en colère. Voilà. Vous n'avez pas envie d'être poli, franchement, pour vous le dire. Comment dire, je vais essayer de trouver un mot pas trop vulgaire, mais il me gonfle tellement que je crois que j'aurais du mal à penser à l'essentiel, c'est-à-dire aux millions de personnes auxquelles il faut s'adresser, et auxquelles je continue d'ailleurs à m'adresser là en ce moment, pour essayer de vous dire, écoutez, soit on pense que c'est tous des clowns, des guignols, et on en aura le bol, et on continue à se lamenter, soit à un moment donné, on cherche à se représenter nous-mêmes. Et la marque de fabrique, entre guillemets, de nos candidatures et de celle de Philippe Poutou aujourd'hui, c'est au moins ça, humblement. C'est dire, si on pense que les politiciens ne nous représentent plus, alors on va parler en notre propre nom. C'est-à-dire, on dit à tous les politiciens, au moins ça, vous ne parlez plus en notre propre nom. Philippe Poutou, c'est un des rares dans cette campagne, voire le seul, qui saura à peu près de quoi il parle quand il va parler de la vie quotidienne de millions de personnes. Qui vous gonfle, Olivier Besancenot ? Beaucoup de politiques, beaucoup de politiciens. Et globalement, la campagne présidentielle telle qu'elle a l'air de se dessiner, puisqu'on prend les mêmes et on recommence, c'est les mêmes têtes cramées. Ce ne sont pas des gens médiocres. Ce ne sont pas des gens médiocres. Ce sont des gens qui attirent du monde dans les meetings et qui font des voix dans les urnes. Donc, c'est curieux, vous pouvez bien le dire. Sans doute, c'est assez populaire de le dire comme ça, ils me gonflent, mais en même temps, les gens votent pour eux. Alors, si c'est populaire d'un côté et que vous me dites qu'en même temps, ils ont plein de brio, plein de succès qui remplissent les meetings, il va falloir choisir la version. C'est facile de le dire, mais j'ai compris ce que vous vouliez me dire. C'est facile peut-être, j'en sais rien, mais je vous le dis du fond du cœur. D'accord. Je vous le dis vraiment du fond du cœur. C'est-à-dire que... Et c'est pas un jugement humain sur les qualités des uns des autres. Je veux dire, écoutez, il y a un décalage tellement flagrant. Enfin, écoutez, je sais pas, on a l'impression qu'on va vivre le dernier soubresaut d'un système qui est en train de crever. Vous savez, c'est comme un... Il paraît que, je sais pas, moi je suis pas un grand spécialiste de la vie des fermes, mais il paraît que quand on coupe la tête à un canard, il continue à avancer. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un sketch de Robert Lamoureux. Mais vous avez dit les mêmes têtes cramées. J'ai dit ça ? Oui. Peut-être. Ça lui a échappé. Est-ce qu'il vous gonfle particulièrement, Jean-Luc Mélenchon ? En tout cas, c'est pas celui qui me gonfle le plus. Il a saisi la balle qu'a lancée Nicolas Sarkozy sur les Gaulois pour lui dire, tiens, sur ce débat-là, les Gaulois, chiche. On écoute Jean-Luc Mélenchon, c'était il y a une dizaine de jours, le 27 septembre.
Vous pensez que nos ancêtres sont des Gaulois. Je ne trouve pas ça très raisonnable. Mais je suis d'accord pour qu'on discute de l'identité. Allez, vous voulez parler de ça? Venez. Parlons-en. Parce que nous avons quelque chose à dire. Nous avons quelque chose à dire sur l'identité de la France. Vous avez quelque chose à dire sur l'identité de la France, Olivier Besançon? Oui, mais pas celle qui est nichée dans les albums d'Astérix et d'Obélix. Voilà. C'est une autre identité dont on se revendique quand on se revendique du mouvement ouvrier. Vous revendiquez C'est une identité sociale. Moi, l'histoire à laquelle je me réfère, c'est celle de la Commune. C'est pas celle des Versaillais. C'est celle qu'ont fait les grandes grèves de 1936, celle qu'ont fait les luttes de la Résistance, celle qu'ont fait les grandes grèves après-guerre, celle qu'ont fait mai 68. C'est pas celle des Versaillais, c'est pas celle c'est pas celle de Pétain, c'est pas celle qui était contre mai 68, c'est pas celle de l'Algérie française. Donc le grand mythe de la grande glu nationale qui nous engloberait dans une grande histoire commune, pardon, mais j'y crois pas. L'histoire, elle est faite par des hommes et par des femmes qui choisissent des options. Et on sait à quel point l'histoire de notre pays, elle a été déchirée par des grandes fractures qui ont un sens. Donc adopter le récit national, pour reprendre une autre formule que j'ai entendue, c'est adopter quel récit? En général, c'est adopter le récit des vainqueurs. L'insécurité culturelle, c'est-à-dire ce sentiment qu'ont des travailleurs de parfois de ne plus avoir de repères dans ce monde nouveau, c'est quelque chose qui existe ou il n'y a que de l'insécurité sociale? Non, il n'y a pas que de l'insécurité sociale. Il y a toute forme d'insécurité, y compris l'insécurité tout court. Moi, je fais mais l'insécurité culturelle. J'ai bien compris, mais ces notions-là, vous avez eu du mal à la définir concrètement, parce que le problème, c'est simple. Non, mais pour répondre il nous reste quelques secondes pour la définir. Ah bah là, ça va être compliqué. Alors, laissez-moi vous dire dans ces cas-là que je ne tomberai pas dans le piège que nous tend une bonne partie de la classe politique, c'est-à-dire nous faire une grande campagne présidentielle sur la question identitaire refermée. Et on va parler, et on le fera avec un pied de biche s'il le faut, de la question de l'identité sociale dans le cadre de cette campagne. J'avais trop peu de temps pour vous dire mon point de vue sur l'identité culturelle. Mais vous allez revenir, on se retrouve dans 90 secondes, il est 8h50. Voici Victor Matet. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, parle d'un grand jour pour l'Europe, un grand jour pour la planète. L'Union européenne a ratifié l'accord de Paris sur le climat. Résultat, le texte de la COP21 va pouvoir entrer en vigueur d'ici un mois. Distribution de sacs de sable, ouverture de refuges, évacuation. Le sud-est des États-Unis se prépare à l'arrivée de l'ouragan Matthew. Il a déjà fait au moins 23 morts en Haïti, d'après un nouveau bilan. 6 CRS et une commissaire de police blessée hier soir à Bastia. Des affrontements avec des jeunes nationalistes corses. Du mobilier urbain, une voiture ont été pris pour cible, ainsi que la Banque de France. Tout est en fait partie d'un rassemblement de soutien à des militants. Ils sont jugés en ce moment à Paris pour un attentat à Corté, c'était en 2012. Une décision de justice est attendue aujourd'hui à propos du centre pénitentiaire de Fresnes. L'Observatoire international des prisons a assigné l'État pour insalubrité. Le nombre de nuisibles, punaises, rats et autres cafards a explosé ces derniers mois. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, confirme qu'il défend bien l'idée d'une Coupe du Monde de football à 48 équipes. La phase finale resterait à 32 avec une phase de barrage des finales pour qualifier la moitié des équipes. France Info. Allez, dernière partie de l'émission politique de France Info avec Olivier Besancenot et question Guy Birenbaum. Le cofondateur d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant, a été condamné à 8 mois de prison pour apologie du terrorisme. Il avait évoqué le courage des djihadistes dans la revue Le Ravi. Revue marseillaise, ça avait été repris dans une radio. Vous-même, le 16 septembre, sur votre compte Twitter, vous renvoyez vers un texte du NPA dans lequel on peut lire les choses suivantes. Faut-il pour autant déshumaniser son ennemi jusqu'à ne pas même lui concéder un certain courage, ou cette valeur ne serait-elle réservée qu'aux partisans du camp du bien? Le courage des djihadistes? Non. Moi, j'en vois pas. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Donc, pourquoi vous renvoyez à ce texte? On peut pas couper les morceaux de phrases comme ça. Moi, je me suis, et je continue à le dire d'ailleurs à ce micro, opposé à toute forme de tentative judiciaire de remettre Jean-Marc Rouillant derrière les barreaux, parce que je crois qu'il y a une forme, enfin c'est d'ailleurs pas que je crois, j'en suis sûr, une forme d'acharnement contre lui, même pour des propos qui sont pour moi des propos maladroits, d'ailleurs sur lesquels il est revenu lui-même. Donc sur le fond, moi je vous réponds, je ne dissocie pas le fond de la forme. Il n'y a pas de forme de courage pour moi chez les djihadistes. Donc vous renvoyez quand même vous-même à ce texte sur votre compte Twitter. Non, je vous le dis. Non, mais je sais bien, mais ce texte, je l'ai lu. Et dans ce texte, il n'y a pas que ça. Et il n'y a surtout pas ça avec l'idée qu'on pourrait entendre rapidement au micro. La question qui est posée, c'est de savoir comment on peut combattre quelque chose qui est devant nous, qui n'est pas simplement derrière, et qui va le rester avec la politique qu'on mène malheureusement. Et ces questions, c'est des questions compliquées. Bien sûr. C'est des questions graves. Combattre la radicalisation. Dans les entreprises, combattre le terrorisme. Dans les entreprises, notamment.
Alors, si vous faites... Le Canard enchaîné a publié hier un papier, voilà, donc je le dis rapidement pour ceux qui nous écoutent. Au sein de la société Air France, on note que certains employés sont radicalisés au point que, par exemple, sur les pistes, l'un d'entre eux a refusé d'aider au pilotage d'un avion parce que c'était une femme qui était aux commandes. Donc, des problèmes comme ça, il y en a dans les entreprises, ça existe. À la RATP, on en parle aussi assez souvent. Ça, sur ce qui est Air France, est visiblement contesté et par la direction et par des organisations syndicales. Et puis, je pense qu'il ne faut surtout pas jouer de cette espèce de psychose, parce que si on joue sur ces éléments qui consistent à distiller, à imposer la peur dans les vies quotidiennes, vous savez, il y a matière. Mais ça existe. Le problème, c'est de prendre les questions sur le fond. Et sur le fond, je vous dis, c'est un problème complexe. Donc, ceux qui arrivent avec des solutions toutes faites, déjà, bravo. Il y a 2-3 trucs. Donc, moi, je suis sûr, en tous les cas, une particulière, c'est que tant qu'on sera en haut de la liste des adversaires de l'État islamique par la politique qu'on mène, il y aura des problèmes. Et c'est pas raisonnable quand François Hollande, par exemple, juste après les événements tragiques qui s'étaient passés à Nice, quelques minutes après quasiment, s'autorise à dire on va bombarder un peu plus sur l'Irak. Moi, je pense que les interventions militaires impérialistes, elles feront jamais partie de la solution, parce que depuis le début, elles font partie du problème. Chercher une solution politique avec Daesh, c'est compliqué. Est-ce que j'ai dit ça, monsieur Apathy? Non. Il ne me semble pas. La question, c'est de savoir comment on aide ceux qui, concrètement sur place, monsieur Apathy, concrètement sur place, luttent contre l'État islamique et contre la dictature d'Assad. Et ces forces-là, les forces révolutionnaires qui peuvent exister, par exemple, dans la résistance syrienne, les forces kurdes qui ont résisté et qui continuent à résister à Kobané, elles ne réclament pas le substitutisme impérialiste occidental, parce que ça ne règle pas le problème, ça l'alimente. Elles réclament quoi? De l'aide politique, militaire parfois, mais jamais de substitutisme. Moi, c'est d'abord à ça que je fais allusion. Pourquoi? Il faut comprendre, monsieur Apathy, c'est pas facile à dire en quelques secondes, mais oui, l'État islamique est une force. Elle occupe un espace. C'est pas simplement des dingues. C'est plus compliqué que ça. Non, c'est une force, vous avez raison. Qui a une histoire, qui a une origine. Sans doute, bien sûr, voilà, mais en même temps avec laquelle le dialogue est impossible. Mais... Pardon, donc, si le dialogue est impossible... Je ne crois pas, ou en tous les cas, j'espère pas apparaître comme un sponsor du dialogue avec l'État islamique. Ça vous a pas échappé. Mais je ne comprends pas simplement la logique de votre raisonnement. Le raisonnement, c'est de comprendre, par exemple, que l'État islamique a 2 origines fondamentales. La première, elle est liée à une intervention militaire occidentale. Les États-Unis, en Irak, en 2003. C'est comme ça que c'est d'abord créé l'État islamique, il faut s'en souvenir. C'est-à-dire qu'il y a eu une insurrection de la minorité sunnite. On ne peut pas refaire l'histoire, on est d'accord, mais là, pardon de le dire. C'est des solutions qu'il faut apporter maintenant. Oui, mais je vous dis... Tant qu'on alimente les problèmes, on ne fait pas partie de la solution. Le deuxième acte fondateur, c'est l'attitude coupable des puissances occidentales, et notamment le gouvernement français, vis-à-vis de la révolution syrienne. Parce que quand on a eu des manifestants pacifiques qui allaient à l'assaut de la dictature d'Assad et qui se faisaient massacrer, qu'on réclame de l'aide qui ne vient pas, évidemment, on se tourne vers les pires, et on passe à ce moment-là du tout au rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait pendant des mois et tout à coup on dit maintenant on va bombarder. Ouais. Et moi je vous dis que les bombardements, ça aggravera le problème, ça ne va pas le régler. Mais là aussi trop tard, non? Qu'est-ce qu'on fait à Alep aujourd'hui? Parce qu'armer les rebelles, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire désormais, y compris dans une ville comme Alep, non? Écoutez, d'abord les forces syriennes révolutionnaires, elles existent malgré tout. On a vu aussi d'ailleurs il y a quelques mois, malgré tout, alors que tout le monde pensait que c'était terminé, des vagues de manifestations, et c'est extrêmement courageux. Puis il y a eu des choses concrètes qui ont été réclamées. Les partisans de Kobané, qu'est-ce qu'ils réclamaient? C'est concret. C'est l'ouverture des frontières du gouvernement turc pour que les armes passent, pour que les combattants kurdes passent. Or, c'est un secret de polichinelle et c'est une hypocrisie totale. On sait que le gouvernement Erdogan ouvre ses frontières aux djihadistes, les ferme aux combattants kurdes. Donc moi, là par exemple, ce matin, si on veut combattre concrètement l'État islamique, je réclame par exemple qu'on retire le PKK, qui est l'organisation révolutionnaire kurde qui combat sur place, de la liste des organisations terroristes. Tous les 6 mois, c'est ratifié au Conseil européen, c'est-à-dire les ministres des gouvernements qui y vont. Ça, c'est une proposition concrète. Ça ne changera pas tout, mais au moins, ça éviterait le double discours. Nous avons parlé tout à l'heure de l'élection présidentielle. Nous allons terminer cette émission avec juste une question sur cette élection qui se profile. L'hypothèse que la gauche ne soit pas présente au second tour est une hypothèse forte. S'il y a un second tour entre Marine Le Pen et un candidat de droite, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous faites? Vous votez ou vous restez à la maison? C'est bien ce qui me semblait, monsieur Petit. Vous voulez vraiment flinguer ma journée, en fait. Non, on va d'abord faire en sorte qu'on s'intéresse au premier. On va d'abord faire en sorte d'être présent au premier. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour lancer un appel à tous les maires pour que Philippe Poutou soit bien candidat. Parce que de vous à moi, je pense que Philippe Poutou est beaucoup plus légitime à lui seul
que Nicolas Sarkozy et François. François Hollande. Non, pas encore, bien entendu. Mais s'il y avait un Hollande-Le Pen, vous pouvez voter pour François Hollande ou pas? Ou pour l'instant, c'est habile de me reposer la question différemment, mais vous flinguerez toujours pas ma journée. Je crois qu'on n'aura pas la réponse, donc on va se quitter là. Merci d'avoir accepté notre invitation, Olivier Besançon. Et merci à tous.